Qui étaient réellement les Cananéens? Durant des siècles, ils ont été représentés comme les adversaires d'Israël dans les Écritures bibliques. Cependant, et si en vérité, ils étaient leurs ancêtres? Dans cette vidéo, tu apprendras comment un peuple quasiment méconnu a modelé non seulement les Phéniciens et les Israélites anciens, mais également une grande partie de la culture méditerranéenne. Reste jusqu'à la fin, car l'histoire des Cananéens ne raconte pas la défaite d'un peuple, mais celle d'une civilisation qui a planté les graines de deux des cultures les plus puissantes de l'Antiquité. L'aube éclaire les eaux transparentes de la Méditerranée, alors que les vagues caressent tendrement les parois d'une côte qui a été le témoin du passage de nombreux empires. Nous sommes en l'an 2500, avant notre ère, et cette terre que nous nommons aujourd'hui Israël, Palestine, Liban ainsi que certaines régions de la Syrie et de Jordanie étaient à l'époque habitées par les Cananéens. Il n'était pas fortuit que ce groupe ait décidé de s'installer ici précisément, dans la zone que les géographes actuels appellent le Levant. Cette région représentait en effet quelque chose de plus précieux que l'or, un emplacement idéal pour surveiller le commerce entre trois continents. Pour saisir l'importance de Canaan, nous devons le visualiser comme l'aéroport international le plus animé du monde ancien. Au sud se trouvait l'imposante Égypte, dotée de pharaons et de pyramides, une culture qui comptait déjà 1000 ans d'existence au moment où les Cananéens ont commencé à prospérer. La Mésopotamie, qui se situait au nord et à l'est, est considérée comme le lieu d'origine de l'écriture et des premières cités. C'est là que les Babyloniens et les Assyriens édifiaient des ziggourats atteignant pratiquement le ciel. Canaan se tenait entre ces puissantes civilisations tel un pont naturel, un point de passage incontournable où les caravanes étaient obligées de faire halte, échanger et se reposer au cours de leur périple à travers les centres névralgiques du monde connu. La diversité et l'importance stratégique de la géographie physique de Canaan étaient notables. Sur une distance de seulement 300 km du nord au sud, un voyageur pouvait découvrir des climats et des paysages radicalement distincts. Les cèdres millénaires, dont le bois surpassait en valeur les pierres précieuses, couvraient majestueusement les montagnes du Liban qui se dirigèrent vers le nord. Ces immenses arbres, dont certains dépassent les 40 mètres de hauteur, et possèdent des troncs si vastes que 10 personnes réunies ne seraient pas capables de les entourer, deviendraient les supports des temples et des palais allant de l'Égypte à la Mésopotamie. Les Cananéens ne se limitaient pas à abattre ces arbres, ils ont perfectionné les méthodes de construction navale les plus sophistiquées de leur temps, édifiant des navires capables d'atteindre les limites de la Méditerranée. Vers le sud, la côte se transformait en plage dorée, où des cités telles que Gaza et Ashkelon émergeaient comme des joyaux incrustés dans un collier méditerranéen. Ces cités maritimes n'étaient pas seulement des ports, elles constituaient de véritables pôles industriels, où les Cananéens ont élaboré l'art le plus précieux du monde antique, la fabrication de la teinture pourpre. On récoltait et transformait des milliers de murex, des mollusques marins, dans d'immenses usines pour obtenir quelques gouttes du pigment le plus convoité de l'Antiquité. La production de ce colorant était tellement onéreuse que seuls les monarques et la noblesse, la plus haut placée, pouvaient se permettre de revêtir des habits pourpres, ce qui a conduit à l'émergence du terme « sang bleu » que nous employons encore actuellement. Le territoire de Canaan dévoilait des vallées d'une fertilité remarquable qui offrait un contraste saisissant avec le décor aride de ses alentours. La vallée de Jezréel, avec ses champs de blé, d'orge et de vignes, s'étendait en une tapisserie verte produisant certains des vins les plus prisés de l'Antiquité. Les Cananéens n'étaient pas seulement privilégiés de résider dans cette région nourrissante, ils ont aussi mis au point des méthodes agricoles avant-gardistes, y compris des dispositifs d'irrigation exploitant chaque goutte d'eau de pluie pour la stocker dans des citernes souterraines sculptées dans la pierre. Ces progrès leur ont donné la possibilité de soutenir des densités urbaines élevées dans une zone où les précipitations étaient sporadiques et les étés prolongés et arides. Faisons maintenant un retour en arrière jusqu'aux origines de l'humanité.
à l'époque où nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont commencé à explorer quelque chose qui marquerait indélébilement le sort de notre espèce, l'agriculture. Il y a approximativement 12 000 ans, dans les collines ondulées de ce qui est actuellement Israël et la Palestine, se déroulaient certaines des premières tentatives d'agriculture de l'humanité. Des preuves indiquent que les résidents de régions comme Tel et Sultan, l'ancienne Jéricho, ont été des précurseurs dans la domestication du blé et de l'orge, deux cultures qui constitueraient le socle alimentaire de toutes les civilisations successives. Le récit de l'émergence des Cananéens à partir de ces premières sociétés agricoles est comparable à une observation au ralenti de l'évolution à travers les millénaires. Visualisez un modeste hameau néolithique d'il y a 10 000 ans. Quelques foyers résidant dans des demeures circulaires faites de pierre et d'argile, exploitant de modestes terrains de céréales sauvages qui, progressivement, année après année, prenaient du volume et devenaient plus nourrissantes grâce à la sélection opérée par l'homme. Ces premiers fermiers n'avaient aucune idée qu'ils contribuaient à une révolution qui donnerait naissance à des cités, à la spécialisation du travail et, finalement, à l'écriture et à la littérature. En Canaan, le processus de sédentarisation a été progressif, mais inéluctable. Avec l'amélioration des méthodes agricoles et une meilleure prévisibilité des récoltes, la population a augmenté et les villages se sont agrandis. Aux alentours de 4000 avant J.P.C. Ce qui avait débuté comme de simples habitations s'est métamorphosé en véritables cités dotées de remparts, de dépôts centralisés et d'espaces dédiés à diverses professions. Kathleen Kenyon, l'archéologue ayant mené des fouilles à Jéricho pendant de nombreuses années, a mis en évidence des éléments prouvant que cette cité a été constamment peuplée pendant plus de 11 000 ans. Cela fait d'elle l'une des cités urbaines les plus anciennes à connaître. La conversion des villages agricoles en cités-États cananéennes ne s'est pas effectuée de manière isolée. Durant le 3e millénaire avant notre ère, des groupes semi-nomades venant du désert syro-arabique ont commencé à s'installer en Canaan, fusionnant avec les autochtones et introduisant de nouvelles innovations, dialectes et coutumes culturelles. Ces groupes, souvent désignés par les universitaires comme Amorites ou populations de l'Ouest, ne sont pas venus en tant que conquérants dévastateurs, mais plutôt comme des immigrants qui se sont progressivement intégrés aux structures sociales existantes, apportant une plus-value grâce à leurs propres apports. Cette fusion culturelle a donné lieu à un résultat extraordinaire. Vers 2500 avant J.B.C., plusieurs des cités les plus évoluées de leur époque étaient apparues en Canaan. Située au nord, Hazor s'était transformée en une grande ville comptant plus de 20 000 résidents, dotée d'un palais royal qui rivalisait avec ceux de Mésopotamie, de dépôts capables de sustenter sa population durant des périodes de sécheresse prolongée, ainsi que d'ateliers spécialisés où des artisans réalisaient des bijoux, céramiques et objets métalliques exportés jusqu'en Égypte et en Anatolie. Il ne s'agissait pas de simples hameaux ayant proliféré sans contrôle, mais de cités urbaines, conçues avec des dispositifs d'évacuation des eaux, des voies carrossables et des édifices publics témoignant d'une organisation sociale qui suscite l'admiration jusqu'à nos jours. Suivons désormais Baal Hanan, un commerçant florissant de Tyr, lors d'une journée ordinaire de l'an 1800 avant notre ère. À peine le soleil se lève-t-il sur les remparts que le tumulte du port se fait déjà entendre. Des marins remplissant des amphores d'huile d'olive, des marchands scrutant des rouleaux de tissu teintés du rare pourpre de Tyr, et des scribes consignant avec précision chaque échange sur leurs tablettes en argile. Baal Hanan ne se limite pas à être un simple commerçant. Il fait partie d'une classe sociale que les Cananéens ont élaborée de façon singulière dans l'Antiquité. Les marchands diplomates qui agissaient comme des intermédiaires entre diverses civilisations éloignées. La société cananéenne était d'une complexité et stratification extraordinaires, tout en étant remarquablement fluide comparée à d'autres civilisations de son époque. Le roi ou Mélek occupait la position de leader non pas en exerçant un pouvoir absolu à la manière mésopotamienne ou égyptienne,
mais plutôt en se présentant comme le premier parmi ses homologues au sein d'une aristocratie commerciale. Ces monarques cananéens étaient essentiellement des hommes d'affaires prospères, ayant su établir une domination politique en raison de leur richesse commerciale. L'architecture de leurs palais, déterrés sur des lieux tels que Megiddo et Hazor, témoigne d'une priorité donnée à la fonctionnalité commerciale. D'immenses dépôts, des salles de réception pour les commerçants étrangers, ainsi que des bureaux administratifs où une multitude de scribes consignaient en détail les importations et exportations. Sous la royauté se situait une classe qui n'était pas présente dans d'autres civilisations contemporaines, les Marianous, ou nobles guerriers commerçants. Ces individus associent l'instruction militaire à la compétence commerciale, jouant simultanément le rôle d'élite militaire du royaume et de principaux représentants commerciaux à l'étranger. Ils disposaient de chars de combat tractés par des chevaux, une avancée technologique militaire qu'ils avaient empruntée aux peuples indo-européens. En outre, ils excellaient en navigation, en langues étrangères et en mathématiques commerciales. Des archéologues ont découvert leurs demeures dans des cités telles qu'Ougarit, qui renfermaient des dépôts d'armement ainsi que des bibliothèques de tablettes commerciales rédigées en diverses langues et systèmes d'écriture. Le noyau de la société cananéenne se composait d'artisans qualifiés et de marchands de niveau intermédiaire, à l'image de notre cher ami Baal Hanan. Ces hommes et femmes avaient atteint un degré de spécialisation technique qui impressionnait les visiteurs d'autres cultures. Non seulement les métallurgistes cananéens ont dominé le façonnage du bronze, mais ils faisaient aussi partie des premiers à essayer d'utiliser le fer, un métal qui transformerait radicalement la guerre et l'agriculture. Les artisans du tissage fabriquaient des étoffes si délicates qu'elles étaient jugées dignes des pharaons et des rois assyriens. Les artisans de la céramique produisaient des vases d'une délicatesse et d'une beauté tels qu'ils ont été découverts dans les sépultures royales allant de l'Espagne à l'Afghanistan, attestant ainsi de l'étendue du commerce cananéen. Les agriculteurs et les pasteurs constituaient la base de cette hiérarchie sociale, mais ils bénéficiaient tout de même d'une liberté et d'un mouvement social assez atypique pour leur époque. À la différence du système de servage strict observé en Égypte et en Mésopotamie, les agriculteurs cananéens avaient souvent la propriété de leurs terres et pouvaient vendre leurs produits sans contrainte. Les documents de vente de terrain trouvés dans les archives de Nouzi et d'autres lieux indiquent une dynamique immobilière vivante, permettant aux individus d'acquérir, céder et hériter de biens immobiliers avec une certaine aisance. Cette souplesse sociale a joué un rôle clé dans l'innovation et la prospérité de la civilisation cananéenne, puisqu'elle valorisait le mérite et l'initiative personnelle, plutôt que la filiation aristocratique. Au cœur de la nuit, alors que les étoiles scintillent avec une clarté accrue sur les montagnes libanaises, les prêtres d'Ougarit s'apprêtent à narrer un récit transmis de génération en génération. Il s'agit du duel légendaire entre Baal, le dieu puissant de l'orage, et Yam, le seigneur redouté de la mer et du désordre. Il ne s'agit pas seulement d'un récit divertissant, c'est l'essence même de la compréhension cananéenne sur le fonctionnement de l'univers, une cosmologie raffinée qui aurait un impact sur les plus grandes religions du monde actuel. L'essentiel de la religion cananéenne était une interprétation poétique, mais fortement pragmatique, des cycles naturels qui conditionnaient l'existence d'une communauté agricole. Baal, dont l'appellation se traduit littéralement par seigneur ou maître, symbolisait les énergies vitales produisant la pluie et la fertilité du sol. Cependant, Baal n'était pas un dieu omnipotent. Il devait sans cesse combattre les forces du désordre et de l'aridité symbolisées par Yam, la mer, et Mot, la mort. Cette bataille céleste se manifestait dans le cycle saisonnier annuel. Durant la saison sèche, Mot avait momentanément défait Baal, mais à l'arrivée des premières gouttes de pluie d'automne, Baal renaissait victorieux en insufflant une nouvelle vitalité à la terre. El, le dieu père, se tenait au sommet du panthéon cananéen. Il était dépeint comme un ancien sage, avec une barbe blanche.
dirigeant l'Assemblée divine depuis son domicile situé à la source des rivières. Il était moins impliqué que Baal dans les activités journalières. Toutefois, son autorité restait incontestée. Même les autres divinités le désignaient en tant que le Père des années et le Créateur des créatures. Ashéra, la déesse mère de grande envergure, souveraine des océans et protectrice de la fertilité, régnait aux côtés de celui-ci. Ashéra n'était pas seulement l'épouse soumise d'elle. Elle possédait sa propre puissance et ses propres sanctuaires, et elle était surtout adorée par les femmes cananéennes en tant que gardienne de l'accouchement et de la maternité. Les rites religieux cananéens étaient d'une complexité et d'une diversité remarquables, se modulant en fonction des exigences particulières de diverses communautés et des saisons. Des rituels complexes étaient effectués dans les sanctuaires des cités littorales, afin de garantir la sécurité des navigateurs et la réussite des voyages commerciaux. Des feux éternels étaient entretenus par les prêtres, ils faisaient des offrandes de vin et d'huile et procédaient à des sacrifices d'animaux dont les restes ont été découverts dans des strates archéologiques vieilles de plusieurs millénaires. Cependant, l'archéologie a aussi mis en lumière les éléments plus obscurs de la foi cananéenne. Lors de situations de crise extrême, telles que des périodes de sécheresse prolongée ou des invasions ennemies, certains groupes réalisaient des sacrifices humains, y compris ceux impliquant des enfants. Cette coutume serait ultérieurement réprouvée et proscrite par les religions monothéistes qui naîtraient de cette tradition. La religion cananéenne est fascinante non seulement pour sa complexité théologique, mais également en tant que terrain d'expérimentation pour des concepts religieux qui seraient ultérieurement essentiels au judaïsme, au christianisme et à l'islam. L'idée d'un Dieu tout-puissant, El, régnant sur des divinités inférieures, la conception du combat universel entre le bien et le mal, le principe de la mort suivi de la résurrection divine, ainsi que des formules précises de prière et de bénédiction issues des écrits d'Ougarit, seraient amenés à évoluer, modifier et perfectionner dans les écrits sacrés des religions monothéistes. Par exemple, les psaumes de la Bible comportent des phrases et des métaphores qui ressemblent fortement aux hymnes cananéens consacrés à Baal et El, laissant supposer une continuité culturelle plus marquée que ce qui a été couramment admis. Abimilkou, le scribe royal, se sent nerveux en ajustant sa tunique dans la salle d'audience du palais de Tyr. Dans ses mains fébriles, il tient une tablette d'argile susceptible de décider du sort de sa cité. Un message au pharaon Akhenaton d'Égypte, sollicitant en toute urgence un soutien militaire contre les énigmatiques Apirou, qui mettent en péril les limites du royaume. Nous sommes en l'an 1350 avant notre ère, et ce tableau se dessine dans les palais de Canaan, où les souverains régionaux s'efforcent de préserver l'équilibre entre autonomie locale et existence dans un univers dominé par des empires puissants. Les fameuses lettres d'Amarna, dénichées fortuitement par une agricultrice égyptienne en 1887, nous procurent un aperçu singulier de la diplomatie mondiale du XIVe siècle avant J.C. Ces 382 tablettes d'argile, rédigées en akkadien, la langue diplomatique de l'époque, exposent un univers interconnecté où les souverains cananéens manœuvraient habilement entre les exigences contradictoires de l'Égypte au sud, de l'Empire hittite au nord et de l'Assyrie à l'est. Ils ne se contentaient pas d'être des vassaux inactifs, mais étaient des intervenants politiques raffinés qui manœuvraient les puissances majeures les unes contre les autres afin de préserver leur indépendance et leur bien-être. Le lien entre Canaan et l'Égypte était particulièrement complexe et crucial pour les deux civilisations. Les pharaons du Nouvel Empire avaient un besoin crucial du bois de cèdre libanais pour l'édification de leurs temples et la fabrication de leurs navires, de l'huile d'olive cananéenne pour leurs rites religieux, et des métaux précieux qui provenaient des ports cananéens en provenance de l'Anatolie et du Caucase. En retour, l'Égypte fournissait de l'or et du lin de haute qualité, mais surtout, elle offrait une défense militaire contre les assaillants venant du nord. Cependant, cette sauvegarde comportait un coût,
Les souverains cananéens étaient tenus de verser des tributs réguliers au pharaon, de fournir des forces d'appoint pour les expéditions égyptiennes et d'accepter la présence de garnisons égyptiennes dans leurs cités majeures. Les Hittites, cet empire puissant du nord qui régnait sur l'actuelle Turquie, constituaient autant une menace qu'une opportunité pour les Cananéens. Ces experts en métallurgie du fer et en stratégie guerrière avec des chars avaient réussi à rivaliser avec la force égyptienne, atteignant le sommet de leur affrontement lors de la renommée bataille de Kadesh en 1274 avant JC. C'est là que les troupes du pharaon Ramsès II et du roi hittite Muwatallit II se sont engagées dans un combat acharné qui s'est soldé par une impasse stratégique. Cette compétition entre grandes puissances offrait aux rois cananéens l'occasion de négocier des conditions plus avantageuses avec les deux parties, tout en restant exposés au risque permanent d'être submergés s'ils prenaient le parti erroné à un moment inopportun. Vers la fin du XIIIe siècle avant notre ère, l'harmonie précaire du monde cananéen a commencé à se fissurer suite à une série de désastres désignés sous le terme de collapsus de l'âge du bronze, qui a dévasté les civilisations de l'Est méditerranéen. Les énigmatiques peuples de la mer, une coalition de groupes migratoires qui incluait vraisemblablement des Mycéniens déplacés, des Sardes, des Siciliens et d'autres populations méditerranéennes, lancèrent une offensive conjointe contre l'Égypte, l'Empire hittite et les cités cananéennes. Il ne s'agissait pas simplement de pirates ou de pillards, mais plutôt de communautés entières, en déplacement, échappant à des désastres naturels ou à l'effondrement de leur civilisation dans leur région d'origine. Les cités cananéennes, qui avaient l'expérience de repousser des forces structurées, n'étaient pas équipées pour faire face à cette nouvelle stratégie de guerre totale, mêlant offensives terrestres et maritimes planifiées avec l'installation permanente de populations adverses sur les terres conquises. Un berger du nom de Jacob, dans les collines d'Éphraïm, observe contemplativement la vallée à ses pieds. Ses aïeux ont élevé des moutons dans ces contrées pendant de nombreuses générations, utilisant la même langue, vénérant dans les mêmes lieux saints et empruntant les mêmes voies commerciales que leurs voisins des cités cananéennes de la vallée. Cependant, quelque chose est en cours de changement dans les montagnes. Les petites localités qui ont vu le jour au fil des derniers siècles construisent une identité unique, une approche particulière pour appréhender le monde et leur rôle dans celui-ci. Jacob n'en a aucune idée, mais lui et son peuple sont sur le point de jouer un rôle central dans l'une des évolutions religieuses et culturelles les plus significatives de l'histoire, l'émergence du peuple israélite. La question qui a captivé l'attention des archéologues, historiens et théologiens pendant de nombreuses années est fascinante par sa complexité. Comment les Israélites ont-ils vu le jour? Durant de nombreuses années, l'histoire traditionnelle, s'appuyant sur les passages bibliques du livre de Josué, relatait une conquête militaire à grande échelle où les Israélites, venant d'Égypte sous la direction de Josué, ravageaient méthodiquement les cités cananéennes pour s'installer en terre promise. Toutefois, les découvertes archéologiques récentes ont dévoilé une histoire totalement autre, beaucoup plus nuancée et progressive, mais tout aussi révolutionnaire. Les données archéologiques contemporaines dépeignent un processus de transformation progressif plutôt qu'une conquête subite. Durant les XIIIe et XIIe siècles avant notre ère, pendant que les grandes cités cananéennes des plaines faisaient face à la chute de l'âge du bronze, un phénomène totalement opposé se produisait dans les contrées montagneuses de ce qui est actuellement la Cisjordanie, une croissance spectaculaire du nombre de petites localités rurales. Ces nouveaux hameaux, identifiés par les archéologues comme les premiers habitats israélites, ne présentent aucune indication d'avoir été établis par des envahisseurs étrangers. Inversement, leur culture matérielle, leurs méthodes de construction, leurs instruments et leur poterie témoignent manifestement d'une continuité avec les traditions cananéennes locales, tout en étant adaptés à un mode de vie plus rudimentaire et rural. Ce qui rend cette mutation singulière, c'est qu'elle ne s'est pas contentée d'être un simple déplacement géographique, mais a représenté une véritable métamorphose sociale et religieuse.
Les nouvelles communautés de montagne ont élaboré une structure sociale étonnamment égalitaire en comparaison aux cités-États hiérarchisées du pays de Canaan. Les demeures dans ces anciens villages israélites étaient étonnamment uniformes en termes de dimension et de qualité, dépourvues des palais raffinés ou des disparités extrêmes de richesse qui distinguaient les cités cananéennes. Cette équité sociale se manifestait aussi dans leurs coutumes religieuses. Contrairement aux temples imposants dotés de prêtres spécialisés caractéristiques des cités cananéennes, les premiers Israélites exerçaient un culte plus décentralisé, axé sur des lieux de culte modestes et des rites familiaux. Cependant, la transformation religieuse la plus profonde a été progressive et a pris plusieurs siècles pour se réaliser entièrement. Les premiers Israélites n'ont pas tout de suite renoncé au polythéisme cananéen pour embrasser un monothéisme strict. Des éléments archéologiques, comme les inscriptions découvertes sur des lieux tels que Kuntilet Ajrud, indiquent que durant les siècles 9 et X avant JOC, une multitude d'Israélites persistait à adorer Yahvé en parallèle avec Ashéra, l'antique déesse mère cananéenne. Il semble que la position du monothéisme strict ait d'abord été celle d'une minorité prophétique qui, avec le temps, a accru son influence pour finalement devenir la religion dominante en Israël vers le 7e siècle avant notre ère. Cette transformation religieuse n'a pas constitué un abandon total de l'héritage cananéen, mais plutôt une distillation et un perfectionnement d'aspects déjà présents dans la foi cananéenne, notamment le culte du Dieu suprême El. Selon la tradition israélite, ce dernier se combinerait avec Yahvé pour donner naissance à l'idée d'un Dieu unique et universel. L'Essénix, le vent marin, fait gonfler les voiles de lin alors que le élément d'Astarté quitte, un navire marchand, s'éloigne doucement du port de Tyr. La cargue constituée à ras-bord d'amphores remplie d'huile parfumée articule à ras-bord des amphores d'huile parfumée, desperately of precious stones and golden threads that glimmer like jewels under the Mediterranean sun. Aïl, nous sommes en l'an 900 avant JC. Nous vivons une période extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Le développement des Phéniciens, qui sont les descendants directs de la tradition cananéenne, à travers tous les recoins de la Méditerranée. Les Phéniciens ne sont pas une apparition soudaine, mais plutôt le résultat d'une progression naturelle et de la transformation de la civilisation cananéenne vers une nouvelle époque. Quand l'effondrement de l'âge du bronze a mis fin au système des cités-États dans le pays de Canaan, les villes côtières telles que Tyr, Sidon et Byblos n'ont pas seulement résisté, elles ont prospéré comme jamais auparavant. Échappant à la rivalité des grandes métropoles de l'intérieur et bénéficiant du vide de domination laissé par le déclin égyptien et l'effondrement de l'empire hittite, ces cités cananéennes en bord de mer se sont engagées dans une entreprise maritime qui les a amenées à fonder des colonies allant de l'Espagne jusqu'à l'Afrique du Nord, établissant ainsi le premier réseau commercial réellement mondial de l'histoire. Le passage des Cananéens côtiers aux Phéniciens s'est effectué de manière progressive et naturelle, sans rupture soudaine. Les capacités qui ont permis aux Phéniciens de devenir les navigateurs les plus accomplis du monde antique ont été cultivées pendant des siècles par leurs ancêtres cananéens. L'héritage direct de la civilisation cananéenne comprend la construction navale, la compréhension des courants marins, les méthodes de navigation céleste et surtout l'alphabet qui a favorisé le commerce international. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est la dimension et l'ambition. Alors que les marchands cananéens des périodes antérieures se limitaient à des routes commerciales au niveau régional, les Phéniciens ont audacieusement entrepris d'explorer des territoires que nul peuple méditerranéen n'avait osé explorer auparavant. La structure politique et sociale des cités phéniciennes était un parfait miroir de leur caractère marchand. À l'opposé de nombreux groupes contemporains structurés en monarchie territoriale ou en empire centralisé, les cités phéniciennes opéraient plutôt comme des républiques marchandes, avec un pouvoir détenu par des conseils de commerçants prospères. Lorsque le roi était encore en place,
Il agissait davantage comme un premier magistrat que comme un tyran absolu. Son pouvoir était largement tributaire de sa capacité à favoriser le commerce et l'essor économique de la cité. Cette souplesse politique a autorisé les Phéniciens à s'ajuster promptement aux circonstances variables de la Méditerranée et à nouer des liens commerciaux avec une multitude de peuples, allant des Grecs à l'Orient jusqu'au Tartessos, à l'extrême ouest de l'Espagne. Sans doute, l'apport le plus durable des Phéniciens à la civilisation mondiale demeure leur alphabet, une innovation qui transformerait de façon permanente la façon dont les êtres humains consignent et communiquent l'information. Malgré l'existence des systèmes d'écriture depuis plusieurs millénaires en Mésopotamie et en Égypte, leur complexité exceptionnelle exigeait des années de formation pour maîtriser des centaines, voire des milliers de symboles distincts. L'alphabet phénicien, issu du proto-cananéen et amélioré dans les cités marchandes, a simplifié l'ensemble du système d'écriture à seulement 22 glyphes élémentaires, pouvant être maîtrisés en quelques semaines, plutôt qu'en plusieurs années. Cette simplicité n'était pas due au hasard, mais plutôt à la nécessité pratique du commerce international. Les commerçants phéniciens nécessitaient un système d'écriture assez simple pour que des marchands de diverses cultures puissent l'assimiler rapidement et l'utiliser pour consigner des transactions, des contrats et de la correspondance. Inconsciemment, ils étaient en train de concevoir l'instrument qui permettrait l'éducation à grande échelle et la sauvegarde du savoir humain tel qu'il existe actuellement. Le vieux prêtre Baal Shamim se courbe avec douleur sur l'autel de pierre pendant que les flammes de l'encens ondulent dans l'atmosphère du matin. Ses mains, marquées par des années de dévotion rituelle, frémissent doucement alors qu'il récite les prières ancestrales qu'il a héritées de son père, qui lui-même les avait apprises de son ancêtre, perpétuant ainsi une tradition ininterrompue remontant à une époque lointaine. Néanmoins, au fond de lui, le vieil homme est conscient que quelque chose d'essentiel est en train d'évoluer. Les cités cananéennes majeures qui représentaient jadis la gloire du Levant ont connu un sort similaire. Hazor a été réduite à l'état de cendre, Lachis a été anéanti, Gézer a été délaissé. Nous sommes en 1150 avant notre ère et nous observons le recul de l'une des civilisations les plus marquantes de l'histoire de l'humanité. La chute de la civilisation cananéenne n'a pas eu lieu de manière abrupte et spectaculaire, mais correspond plutôt à un processus complexe et graduel s'étalant sur plusieurs siècles, imbriqué au sein de changements plus vastes touchant l'ensemble de la Méditerranée orientale. Pour saisir ce déclin, il faut visualiser une succession d'ondes de crise qui se renforçaient les unes les autres. Des modifications climatiques diminuant la production agricole, des interruptions des voies commerciales ayant favorisé l'épanouissement urbain, des incursions des énigmatiques peuples de la mer et des bouleversements sociaux internes sapant les fondements traditionnels du pouvoir cananéen. Les peuples de la mer, une alliance de groupes migratoires dont l'identité précise demeure l'un des plus grands énigmes archéologiques, ont constitué un défi totalement inédit pour les cités cananéennes. À l'opposé des forces structurées des grandes puissances avec lesquelles les Cananéens avaient établi le dialogue et le commerce, ces populations se présentaient comme un tout en déplacement, amenant non seulement des combattants, mais aussi des familles complètes, des animaux de compagnie et la détermination désespérée de ceux qui n'ont pas de terre d'origine à retourner. Leur tactique militaire alliait des offensives maritimes synchronisées à des assauts terrestres prolongés, et leur dessein n'était pas uniquement de ravager et de fuir, mais de s'implanter durablement dans les régions conquises. La réaction des cités cananéennes face à cette crise a mis en évidence à la fois leurs atouts et leurs points faibles essentiels. Des cités telles qu'Ougarit, qui avaient prospéré pendant des époques grâce à leur emplacement dans les échanges commerciaux mondiaux, se sont brutalement retrouvées exposées quand ces réseaux ont connu un déclin soudain. Grâce à une activité commerciale florissante, transmise de génération en génération, ils ont amassé des richesses considérables qui sont devenues attrayantes pour les agresseurs. Par ailleurs, leur dépendance aux importations
à exposer leur vulnérabilité au blocus. Les explorations archéologiques à Ougarit révèlent des indices d'une destruction instantanée et complète. Des lieux de travail délaissés contenant des instruments laissés sur place, des dépôts débordant de produits non écoulés et des dossiers de tablettes qui coupent abruptement en plein milieu de transactions commerciales habituelles. Toutefois, il serait inexact de considérer cette époque uniquement comme une période de destruction et de déclin. Les bouleversements du XIIe siècle avant J.C. ont aussi été le terreau de l'émergence de nouvelles structures sociales et culturelles qui influeraient significativement sur l'histoire future. Les entités qui ont vu le jour à partir des décombres du monde cananéen, y compris les Israélites dans les montagnes et les Phéniciens sur la côte, n'étaient pas des entités totalement inédites, mais plutôt des réinterprétations ingénieuses de l'héritage cananéen face aux nouvelles conditions du monde post-effondrement. On pourrait dire que la civilisation cananéenne n'est pas morte, mais qu'elle a évolué en produisant des formes culturelles qui se sont avérées plus influentes que celles qui l'ont précédée. On peut observer cette mutation de manière évidente dans les modifications des schémas de peuplement et de structure sociale. Les cités fortifiées majeures qui régnaient autrefois sur le paysage cananéen ont peu à peu été délaissées ou diminuées à de modestes villages. Parallèlement, des centaines de nouveaux hameaux ont vu le jour dans les zones montagneuses précédemment sparsément peuplées. Ces villages récents ont établi des structures sociales plus égalitaires et décentralisées, tout en préservant des aspects culturels essentiels comme la langue, les méthodes de culture et les rituels religieux qui les ancrent manifestement dans leurs racines cananéennes. Plutôt qu'un déclin complet, ce que nous remarquons est une diffusion de la culture cananéenne, son expansion des classes urbaines vers des communautés rurales plus vastes qui adapteraient et conserverait ces aspects fondamentaux pour les générations à venir. Dans une synagogue new-yorkaise, un rabbin déploie attentivement un rouleau de la Torah, récitant des bénédictions en hébreu qui contiennent des mots et des expressions aisément compréhensibles pour un prêtre cananéen d'il y a 3000 ans. Parallèlement, dans une cathédrale romaine, un prêtre catholique lit un psaume en latin qui emprunte ces métaphores poétiques associant Dieu à des termes tels que rocher et forteresse, aux hymnes cananéens dédiés au dieu El. Dans une mosquée d'Istanbul, un imam lit des extraits du Coran qui conservent des récits traditionnels concernant Abraham et Isaac, initialement narrés autour de feux de camps cananéens dans les hauteurs de Juda. Ces tableaux, distants par des continents et des siècles, sont reliés par des liens invisibles qui renvoient à la civilisation que nous avons étudiée. Les Cananéens, dont l'héritage infuse tous les éléments de notre culture contemporaine de façon que nous identifions rarement. L'impact le plus manifeste et révolutionnaire de l'héritage cananéen est, naturellement, d'ordre religieux. Les trois principales religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam ne sont pas apparues en dehors du contexte culturel. Elles ont directement découlé de la tradition religieuse cananéenne, évoluant et perfectionnant des idées, des histoires et des rituels qui avaient été élaborés sur plusieurs millénaires dans les temples et lieux saints de Canaan. L'idée d'un Dieu suprême et universel trouve ses origines dans El, le Dieu paternel du panthéon cananéen. Son nom perdure non seulement à travers l'hébreu Elohim, signifiant littéralement les dieux, mais employé pour référer au Dieu unique, mais également par le biais de noms théophores, tels que Israël, Daniel et Miguel, que nous portons encore actuellement. Toutefois, l'héritage cananéen dépasse largement le domaine de la religion. Chaque fois que nous rédigeons une lettre, envoyons un SMS ou lisons un livre, nous utilisons des descendants directs de l'alphabet phénicien cananéen. Les Grecs de l'Antiquité, qui avaient une grande admiration pour la culture phénicienne, ont emprunté son alphabet et l'ont modifié pour l'adapter à leur langue. C'est ainsi qu'est né l'alphabet grec, qui a ensuite évolué pour donner naissance à l'alphabet latin que nous utilisons actuellement. Ce n'était pas seulement une simple représentation technique de symboles, mais plutôt
la diffusion d'une révolution idéologique. Le concept selon lequel le langage humain pouvait être illustré efficacement par un ensemble restreint de symboles simples que quiconque pourrait apprendre à manipuler. Les récentes découvertes archéologiques des dernières années ont démontré que l'influence cananéenne s'est propagée vers des régions que nous n'aurions jamais imaginées auparavant. Des sites comme Tel Rehof ont révélé que les Cananéens ont mis au point des méthodes agricoles, telles que des systèmes avancés d'apiculture et de viticulture qui se sont diffusés à travers la Méditerranée et constituent le fondement d'industries essentielles pour l'économie mondiale. Des études de pollen fossilisé et de restes d'amphores ont prouvé que certaines variétés particulières de raisins et d'oliviers originaires de Canaan étaient cultivées dans les colonies phéniciennes allant de l'Espagne au nord de l'Afrique, établissant des pratiques viticoles qui subsistent encore actuellement. Peut-être encore plus captivante est la preuve génétique contemporaine qui démontre le lien biologique persistant entre les anciens Cananéens et les groupes modernes du Levant. Des équipes internationales de généticiens ont mené des recherches ADN au cours des dernières années, extrayant du matériel génétique de vestiges humains cananéens vieux de 4000 ans et le comparant aux populations contemporaines de la région. Les conclusions sont étonnantes. Aussi bien les Juifs contemporains que les Arabes de Palestine, du Liban et de Syrie démontrent une connexion génétique importante avec les Cananéens d'autrefois. Cela suggère qu'en dépit de milliers d'années de conquêtes, de déplacements et de métamorphoses culturelles, il y a un lien continu de descendance humaine qui unit les populations actuelles du Levant à ceux qui ont édifié les premières cités de Jéricho et Byblos. Cette continuité génétique prend une dimension particulièrement touchante lorsqu'on s'intéresse aux conflits contemporains au Moyen-Orient. Des études en génétique indiquent que beaucoup de groupes souvent considérés comme adversaires irréductibles ont en fait des ancêtres communs assez récents. Les Cananéens, ancêtres des Israélites et d'autres groupes dans la région levantine, constituent un patrimoine partagé qui dépasse les clivages contemporains de religion et de nationalité. En fait, étudier les Cananéens n'est pas tant une exploration d'une civilisation étrangère et isolée qu'une redécouverte des racines communes de nations qui ont largement influencé l'histoire mondiale et demeurent au cœur des événements actuels. Dans les ateliers embrumés de Tyr, le maître métallurgiste Kotar Wa Aziz supervise avec une exactitude minutieuse le procédé le plus confidentiel et précieux de son ère, la fabrication du fer. Armé de l'expérience acquise au fil des décennies à travailler avec des métaux en fusion, cet artisan chevronné manie habilement ses tenailles. La matière qu'il tient entre ses mains, après un long processus de chauffage, refroidissement et martelage, se convertira en un matériau supérieur au bronze qui transformera radicalement l'agriculture, la guerre et la construction. Nous vivons en l'an 1200 avant notre ère. Et nous sommes témoins de l'un des tournants technologiques les plus déterminants dans l'histoire de l'humanité, le passage de l'âge du bronze à l'âge du fer, une transformation dans laquelle les Cananéens ont occupé une position centrale souvent sous-estimée. Afin de saisir pleinement l'importance des innovations technologiques cananéennes, il nous faut réaliser que ces groupes tenaient un rôle unique en tant qu'intermédiaires entre les grandes civilisations contemporaines. Alors que l'Égypte excellait dans la construction monumentale et les pratiques médicales, et que la Mésopotamie était connue pour ses avancées en écriture et en mathématiques, les Cananéens se distinguaient par une compétence tout aussi précieuse, mais plus délicate, le transfert, l'adaptation et l'amélioration des technologies. En tant que commerçants naviguant sans cesse entre diverses cultures, ils bénéficiaient d'un accès privilégié aux avancées de plusieurs civilisations et, plus crucial encore, la vision requise pour déterminer comment ces innovations pouvaient être fusionnées et perfectionnées. La métallurgie du fer est un excellent exemple de l'aptitude cananéenne à l'innovation adaptative. Il est probable que les techniques fondamentales de la métallurgie du fer aient été introduites à Canaan depuis l'Anatolie, grâce aux interactions avec les Hittites. Cependant,
Ce sont les artisans cananéens qui ont amélioré ces méthodes pour permettre la fabrication d'outils en fer en grande quantité. Ils ont conçu des fours plus performants, capables d'atteindre les températures extrêmement hautes requises pour la fusion du fer, élaboré des alliages qui mêlent le fer à de faibles proportions de carbone pour fabriquer de l'acier primitif, et surtout, mis en place des systèmes pédagogiques permettant une transmission régulière de ces savoirs spécialisés des maîtres vers les apprentis. L'innovation canadienne en matière de construction navale constitue un autre secteur ayant eu des répercussions colossales pour l'histoire mondiale. Les navires phéniciens, issus directement des traditions maritimes cananéennes remontant à plusieurs milliers d'années, n'étaient pas uniquement des évolutions des précédents modèles de bateaux, mais des innovations radicales intégrant des principes d'ingénierie qui ne seraient redécouverts en Europe qu'au Moyen Âge. Le concept de coque à quille profonde, assurant la stabilité même dans des eaux tumultueuses, le dispositif de voiles carrées alliés à des voiles triangulaires, permettant une navigation efficace face aux vents variés, et surtout, l'élaboration de méthodes de navigation astronomique rendant possible des traversées océaniques hors de portée visuelle terrestre, tout cela symbolisait des siècles d'expérimentation et d'amélioration technologique. Cependant, l'innovation la plus révolutionnaire pourrait être celle que nous ne percevons souvent pas comme une technologie moderne, l'alphabet. Il est compliqué de saisir l'importance révolutionnaire de cette invention lorsque la perspective actuelle, habituée à l'écriture alphabétique depuis l'enfance, est prise en compte. Les systèmes d'écriture préexistants, tels que les hiéroglyphes égyptiens ou l'écriture cunéiforme mésopotamienne, exigeaient la connaissance de centaines voire de milliers de signes complexes, restreignant ainsi l'accès à l'alphabétisation à une élite réduite de scribes professionnels qui consacraient plusieurs années à leur formation. L'écriture cananéenne phénicienne a simplifié le système d'écriture en 22 symboles élémentaires qui pouvaient être maîtrisés en quelques semaines, rendant ainsi la connaissance écrite plus accessible et facilitant l'émergence de littérature nationale, de codes juridiques à la portée de tous et de livres de comptes que tout commerçant pouvait tenir. Il ne s'agissait pas seulement d'une amélioration progressive, mais d'une révolution idéologique qui a radicalement transformé le rapport entre l'homme et l'information. Dans le palais royal d'Ugarit, la reine Pidré s'avance résolument vers la salle de réunion où se tiennent les représentants du pharaon d'Égypte. Ses parures en or et en lapis-lazuli scintillent à la lueur des torches. Cependant, ce n'est pas tant son embellissement qui fascine ceux qui la regardent que l'autorité innée avec laquelle elle se déplace et s'exprime. Pidré, à l'instar de nombreuses femmes de la noblesse cananéenne, n'est pas seulement une épouse symbolique d'un roi, mais une dirigeante véritable, en charge de prise de décision cruciale sur le plan diplomatique et économique influençant le sort de son royaume. Nous sommes en 1400 avant JC, et nous observons un aspect de la civilisation cananéenne qui remet en question nombre de nos hypothèses concernant le rôle des femmes dans les sociétés anciennes. Dans la société cananéenne, le statut des femmes était notablement plus haut et complexe que dans bien des civilisations de l'époque, un aspect qui reflète tant l'organisation économique que la structure religieuse de leur culture. Dans la mythologie cananéenne, les déesses ne se situaient pas en position secondaire ou inférieure, elles étaient des entités puissantes possédant des sphères d'influence spécifiques et significatives. Ashéra, la déesse mère suprême, était adorée en tant que dame de la mer et mère des dieux, possédant ses propres sanctuaires et une influence politique et sociale significative à travers ses prêtresses. Anat, la déesse de la bataille, était célébrée pour sa bravoure sur le champ de bataille et pour son rôle en tant que gardienne des rois. La prépondérance des déesses féminines se traduisait par des opportunités et de la considération pour les femmes mortelles au sein de la société cananéenne. Les découvertes archéologiques montrent que les femmes cananéennes jouaient un rôle actif dans l'économie de leur société,
d'une manière inimaginable dans d'autres civilisations de cette période. De nombreux documents consignant des transactions effectuées par des femmes sont présents dans les archives commerciales d'Ugarit. Ceux-ci comprennent des contrats de vente de biens immobiliers, des ententes commerciales à l'échelle internationale et des emprunts financiers. Dans ces archives, on peut voir certaines femmes, en tant que commerçantes indépendantes, qui détenaient leurs propres navires et conduisaient des voyages commerciaux jusqu'à des destinations aussi reculées que l'Égypte et Chypre. Cela indique non seulement que les femmes avaient la permission de détenir et de gérer des biens, mais également qu'elles bénéficiaient d'un accès à l'éducation et à la formation indispensable pour s'impliquer dans le monde complexe du commerce international. Les femmes occupaient une place particulièrement importante et influente dans la religion cananéenne. Les prêtresses ne se contentaient pas d'être des aides pour les prêtres de sexe masculin. Elles disposaient de leur propre structure hiérarchique, responsabilités et champ d'expertise. Certaines agissaient comme oracles, déchiffrant les messages divins pour les souverains et les simples citoyens. Certains se consacraient aux rites de fertilité, de mariage et d'accouchement, supervisant des éléments essentiels de la vie communautaire qui dépassaient largement le cadre purement religieux. Les grandes prêtresses avaient fréquemment une fortune personnelle importante et jouaient un rôle politique majeur en tant que conseillères pour les rois et comme intermédiaires dans des conflits significatifs. Des aspects passionnants de la vie domestique des femmes cananéennes qui remettent en question les stéréotypes liés aux sociétés anciennes ont aussi été révélés par les découvertes archéologiques. Des recherches menées dans des cités telles qu'Azor et Megiddo ont révélé des ateliers spécialisés dirigés par des femmes, notamment pour la teinture de textiles, la production de parfums et la confection de bijoux. Il ne s'agissait pas simplement de modestes ateliers familiaux, mais d'activités commerciales à grande échelle, employant de nombreux salariés et produisant des articles destinés à l'exportation. Les stocks répertoriés sur ces plateformes comprennent des matières premières provenant de pays aussi distants que l'Inde et l'Afghanistan. Cela laisse entendre que ces femmes entrepreneuses à Canaan avaient accès à des réseaux commerciaux internationaux ainsi qu'aux fonds nécessaires pour s'impliquer dans le commerce de luxe à grande échelle. La senteur du pain tout juste sorti du four se combine avec l'odeur de l'huile d'olive fraîchement extraite alors que Tamar organise les préparatifs pour le festin de la moisson dans sa ferme florissante située dans la vallée de Jezréel. Ses serviteurs transportent avec précaution des amphores de vin vieillis pendant 3 ans dans des caves souterraines, tandis que d'autres cueillent des grappes de raisins mûrs directement des vignes cultivées sur les terrasses soigneusement construites sur les flancs environnants. Dans les cuisines, des chefs experts concoctent des ragoûts parfumés avec de l'agneau nourri aux herbes sauvages, agrémentent les légumes d'épices provenant de l'Inde lointaine et préparent du pain à partir de farine de différents grains fraîchement moulus ce matin. Nous sommes en 1300 avant J.C. Et nous allons bientôt comprendre comment les Cananéens ont non seulement soutenu leur propre civilisation, mais aussi créé des traditions culinaires qui constituent le fondement de la cuisine méditerranéenne jusqu'à aujourd'hui. L'agriculture cananéenne constituait un remarquable mélange d'innovation technologique et d'ajustement à l'environnement, qui a permis le développement de densités urbaines élevées dans une zone marquée par des précipitations inégales et des étés prolongés et arides. Les agriculteurs cananéens ne se bornèrent pas à cultiver les céréales essentielles telles que le blé et l'orge, qui ont soutenu les civilisations du Moyen-Orient pendant des milliers d'années. Ils mirent au point un système agricole varié, intégrant des cultures arboricoles, une horticulture intensive et un élevage spécialisé. Cette diversification n'était pas uniquement une démarche de survie, mais plutôt une réaction élaborée face aux opportunités commerciales présentées par leur rôle d'intermédiaire entre diverses zones climatiques et culturelles. Peut-être que la culture de l'olivier est le trait le plus distinctif et pérenne de l'agriculture cananéenne.
Même si les oliviers sauvages ont existé dans la région méditerranéenne pendant de nombreux millénaires, c'est grâce aux Cananéens qui ont amélioré les méthodes de greffage, d'élagage et de transformation que cet arbre naturel est devenu l'une des principales ressources économiques du monde ancien. Ils ont mis au point des types d'oliviers produisant des olives plus imposantes et avec une plus forte concentration en huile, conçu des systèmes d'irrigation qui facilitent la culture en terrasse sur des terrains escarpés et surtout fait preuve d'innovation dans les procédés de pressage pour obtenir différentes qualités d'huile destinées à des usages spécifiques. Huile extra fine pour les rituels et la cuisine haut de gamme, huile de qualité intermédiaire pour l'alimentation quotidienne et huile de qualité inférieure pour l'éclairage et les applications industrielles. La viticulture des Cananéens a atteint un degré de sophistication qui ne serait surpassé qu'à des périodes assez récentes. Des preuves de caves sophistiquées dotées de systèmes de régulation thermique, des pressoirs à vin en pierre destinés à diverses sortes de raisins, ainsi que des dépôts spécialisés, où divers vins étaient vieillots dans des conditions précises, ont été révélés par les archéologues sur des lieux tels que Tel Rehov. Non seulement les Cananéens fabriquaient du vin pour leur propre consommation, mais ils ont aussi mis au point des méthodes de conservation et de transport qui ont facilité l'exportation de leur vin vers l'Égypte. Les inscriptions hiéroglyphiques mentionnent explicitement les vins des collines cananéens en tant que produits haut de gamme destinés à la royauté et à la noblesse. Toutefois, l'aspect le plus novateur de l'agriculture cananéenne pourrait être la manière dont elle combinait systématiquement l'apiculture à d'autres formes de culture agricole. Des fouilles récentes ont mis au jour des ruches en argile finement travaillées, judicieusement disposées dans les vergers et vignes afin d'optimiser tant la production de miel que la pollinisation des fruits. Il ne s'agissait pas d'apiculture rudimentaire, mais d'une activité agricole évoluée qui exigeait une compréhension approfondie du comportement des abeilles, des cycles de floraison de diverses plantes et des méthodes de gestion garantissant la pérennité des colonies durant les étés arides méditerranéens. Le miel cananéen n'était pas uniquement utilisé comme agent sucrant et de conservation. Il était aussi exporté en tant qu'article de luxe et employé dans des cérémonies religieuses d'envergure. La cuisine cananéenne, fruit de cette richesse agricole, était d'une sophistication et d'un cosmopolitisme notables. Elle reflétait autant les ressources locales que les influences culturelles amenées par le commerce international. Les festins mentionnés dans des œuvres épiques, telles que celles découvertes à Ougari, comportait des mets alliant des ingrédients locaux, tels que l'agneau, la chèvre et le poisson méditerranéen, aux épices importées comme la cannelle, la cardamome et le poivre noir acheminés d'Asie par le biais de réseaux commerciaux allant jusqu'en Inde. Cette fusion culinaire n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de plusieurs siècles d'expérimentation gastronomique exploitant la position stratégique de Canaan en tant que carrefour commercial pour élaborer une cuisine à la fois proprement locale et délibérément internationale. Dans l'atelier du maître artisan Milkilou, la lumière du soir pénètre à travers des fenêtres en albâtre, révélant une scène qui synthétise des siècles de perfectionnement artistique cananéen. Dans un atelier parsemé d'ustensiles spécialisés, se dessinent des œuvres d'art à divers stades de leur finalisation. Un collier de perles de verre façonné pièce par pièce pour reproduire les motifs colorés imitant les plumes d'oiseaux exotiques. Une coupe en argent ciselée qui évoque l'affrontement héroïque entre Baal et le monstre marin Litan, et une petite figurine en ivoire illustrant la déesse Astarté avec une telle finesse et une telle vivacité qu'on a l'impression qu'elle pourrait s'animer. Nous sommes en 1250 avant notre ère et nous assistons à l'essor de traditions artistiques qui auront une influence majeure sur l'évolution de l'art dans la région méditerranéenne pendant des milliers d'années. On ne peut pas réduire l'art cananéen à un simple ornement ou divertissement. Il représente plutôt un langage visuel sophistiqué, véhiculant des valeurs religieuses, des identités sociales et des ambitions culturelles
d'une civilisation qui se percevait comme détentrice de diverses traditions tout en étant productrice de nouvelles combinaisons. Les artistes cananéens œuvraient dans divers médiums et styles, témoignant à la fois de leur patrimoine local et de leur exposition continue aux inspirations artistiques venues d'Égypte, de Mésopotamie, d'Anatolie et d'Égée. Cet éclectisme n'était pas un signe de manque d'originalité, mais plutôt une manifestation de sophistication culturelle qui leur conférait la capacité d'intégrer des éléments provenant de diverses traditions et de les fusionner de façon innovante et expressive. La sculpture cananéenne, comme en témoignent le millier de figurines et statues découvertes lors des excavations archéologiques, met en évidence une préoccupation permanente pour des sujets tels que la fertilité, la protection divine et l'autorité royale qui étaient étroitement liés aux enjeux concrets d'une société axée sur l'agriculture et le commerce. Les images de déesses maternelles, dotées de silhouettes luxuriantes et d'expressions paisibles, ne servaient pas uniquement d'objets de vénération, mais constituaient des déclarations artistiques véhiculant des valeurs culturelles, axées principalement sur la pérennité familiale, la prospérité agricole et l'équilibre social. À l'inverse, les statues représentant des souverains et des nobles mêlaient le réalisme du portrait à un symbolisme sacré, dépeignant les dirigeants comme des liens entre le monde terrestre et céleste qui assuraient la prospérité et la sauvegarde de leurs sujets. La céramique cananéenne a atteint un degré de perfection technique et d'élégance esthétique qui en fait l'un des articles d'exportation les plus recherchés au sein du bassin méditerranéen. Les potiers cananéens ne se contentaient pas de fabriquer des récipients pratiques, ils réalisaient également des pièces d'art fonctionnelles alliant utilité et esthétisme. Ils ont élaboré des méthodes de décoration intégrant des peintures multicolores, avec des designs géométriques sophistiqués, des illustrations stylisées d'animaux et de végétaux, ainsi que des tableaux narratifs dépeignant des épisodes mythologiques ou des faits historiques. Ces céramiques n'étaient pas uniquement destinées à la conservation d'huile, de vin et autres produits, elles jouaient aussi un rôle de vecteur culturel, véhiculant récits, symboles religieux et styles artistiques cananéens à travers l'ensemble du monde méditerranéen. L'art cananéen, peut-être au sommet de son expression, se manifestait à travers le travail des métaux précieux et des pierres semi-précieuses, alliant habileté technique et finesse esthétique, influençant ainsi les traditions artistiques de la Grèce à la Perse. Les artisans cananéens de l'or ont élaboré des méthodes de granulation, de filigrane et de repoussage qui leur offraient la possibilité de concevoir des parures et des objets rituels d'une finesse et d'une sophistication exceptionnelles. Leur création ne se résumait pas à des exhibitions de richesse, mais constituait des affirmations artistiques intégrant du symbolisme religieux, des allusions mythologiques et des composantes d'identité personnelle ou familiale. Des études isotopiques effectuées sur des ornements cananéens découverts dans des sépultures s'étendant de l'Espagne à la Mésopotamie ont démontré que ces maîtres artisans avaient accès à des ressources provenant des régions les plus éloignées du monde connu, y compris de l'or nubien, du lapis-lazuli afghane et de l'ambre balte. Il se peut que l'expression artistique la plus pérenne et largement influente de la culture cananéenne ait été sa musique et sa littérature orale, qui ont perduré malgré la destruction des cités et l'effondrement des royaumes pour influencer les traditions poétiques et musicales qui constituent le fondement des littératures hébraïques, arabes et grecques. Les œuvres épiques décelées à Ougarit, notamment les cycles de Baal et El, ne se résumaient pas à des documents religieux, mais constituaient de véritables créations littéraires, faisant appel à des procédés poétiques raffinés, tels que le parallélisme, l'allitération et des agencements métriques élaborés, qui seraient imités et modifiés par les traditions poétiques futures. On peut percevoir l'impact de ces styles littéraires dans les psaumes de la Bible, la poésie arabe d'avant l'islam et même dans certains aspects de l'épopée homérique.
Cela indique que les Cananéens n'ont pas seulement été des pionniers dans le domaine des arts visuels, mais qu'ils ont également posé les bases essentielles pour l'expression littéraire qui persiste à influencer la façon dont nous utilisons le langage pour créer beauté, sens et liens émotionnels.